Bon, c'est vrai que... Faudrait qu'on ait été un peu dur avec toi. T'es pas non plus hyper original, quoi. T'es même pas très très beau, en fait, hein, si on y réfléchit. Mais bon, faudrait que t'as quand même de belles qualités. Les gens t'aiment bien. Tu sais réserver des surprises, quand même, quoi. C'est à moi que tu parles, là ou... Hello, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du vendredi, ce rendez-vous dans lequel chaque semaine on vous parle de l'actualité ludique. Salut Alex. Salut. Comment ça va bien? Ça va, ça va. Très très bien. On va attaquer cette semaine avec un jeu à deux qui est Curious Garden, un jeu de Baptiste Laurent et Corentin Lebrat, illustré par Océane Pérez chez Rose Noire Édition. On leur passe un coucou. C'est un jeu donc pour deux personnes, c'est un jeu original puisqu'il a un côté asymétrique et en plus de ça il va faire intervenir la mémoire, ce à quoi on n'est pas forcément habitué sur des jeux adultes / tout public. Oui. C'est dur au début, hein. C'est pas évident. On y a joué avec Alex, yes. On a une mémoire toute pourrie, il faut le dire. C'était rude, mais pour les deux joueurs, donc finalement on est à égalité. Comment ça se passe? D'abord, on va créer le jardin de la reine de cœur, donc de Alice au Pays des Merveilles, vous l'avez compris. Il y a un joueur qui va jouer la reine de cœur, il y a un joueur qui va jouer Alice, qui est matérialisée par un petit pion comme ceci. Et... ok, on va avoir un running gag, je le sens, ok. Eh bien, chaque joueur va avoir son moyen de gagner, donc soit de manière active, soit un petit peu de manière passive par défaut. Alice, pour gagner, il faut qu'elle arrive à placer ses 8 compagnons dans le jardin. Ce sera preuve de son succès. Pour ça, elle va se déplacer, bref, je vais vous expliquer tout ça. Par défaut, elle peut perdre bêtement si elle se retrouve coincée, acculée dans un coin, qu'elle ne peut plus se déplacer. La reine de cœur, elle va gagner si elle arrive à coincer Alice, hein, forcément, du coup. Elle va gagner aussi si elle arrive à faire en sorte qu'il y ait 2 gardes qui se dévoilent. En fait, eh bien, un garde va se dévoiler quand Alice, pas celle-ci, tombe dessus. Un premier garde, c'est ok. Un deuxième garde, pim, ça ne va plus du tout. Ok, comment on joue? On joue chacun notre tour. Je suis, admettons, Alice. Eh bien, je suis sur cette pièce de départ qui était tirée au hasard, elle pourrait être un petit peu n'importe où. Et ça m'indique où je peux me déplacer. Donc on a des petites flèches dans toutes les directions. Quand il y a double flèche, ça veut dire que bien, dans la direction indiquée, je peux me déplacer d'autant de cases que je veux. Là, c'est une simple flèche, c'est donc d'une case. Et bien on va dire que par exemple, je me mets ici. Que se passe-t-il? Eh bien, hop là, je prends la tuile. Pardon, je retourne la tuile que je prends. Je mets, comme ceci, un compagnon, mais face cachée. Hop là. Et là, vous commencez à comprendre la mémoire qui intervient. Ensuite, ça va être autour du joueur qui fait la reine de cœur, qui va avoir 2 options, soit aller placer un garde, soit aller utiliser l'un des rois de cœur pour faire un pouvoir. Quand il est utilisé, le roi de cœur, hop là, passe en face grisée. Si jamais tous les rois sont utilisés, si jamais tous les gardes sont utilisés, c'est aussi une condition de défaite pour la reine de cœur. Donc il faudra arriver à se servir de tout ça efficacement. Je décide de prendre un garde, que je décide de mettre par exemple ici, hop là. Face cachée, ceci est dévoilé, hop là, ceci est éliminé. Alice, eh bien Alice, où est-ce qu'elle va se déplacer? Eh bien c'est cette tuile qui va l'indiquer. Donc par exemple, eh bien je vais décider exactement de ne pas aller là, parce que je me souviens qu'un garde pour l'instant c'est facile, bien sûr. Mais beaucoup plus tard ce ne sera pas aussi facile. Je dévoile, ok, je la mets comme ceci, je mune un compagnon, hop, et ainsi de suite. Et là, quand ça reviendra à moi, on voit que j'ai une autre possibilité de déplacement. Il y a tout un tas de tuiles avec tout un tas de possibilités de déplacement. Donc vous voyez ici, du nombre de cases que je veux, mais de manière orthogonale. Ici, du nombre de cases que je veux, mais en diagonale. Ici, dans la direction que je veux, mais d'une seule case. Bref. Les pouvoirs des rois. Celui-ci, eh bien, la reine de cœur sélectionne une ligne, une colonne et peut réorganiser les tuiles comme elle le souhaite. Ça peut être ravageur. Il faut s'en servir vraiment efficacement. D'ailleurs, ça marchera pour les 3 pouvoirs, ce que je viens de dire. Hop là, ici, je déplace Alice d'une case. Ça, pour la coincer, pour qu'elle ne puisse plus se déplacer, ça peut être très utile. Et ceci, eh bien, je vais prendre 2 tuiles, je les consulte et je peux les changer de place. Je vais revenir sur ce pouvoir qui dit que on va déplacer Alice et je vous ai dit que ça vous permet de la coincer. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour déplacer, pour coincer Alice plutôt? En fait, Alice, elle va pouvoir toujours se déplacer sur une case valide, donc une case qui serait un jardin. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que bon, déjà quand
quand elles dévoilent un garde, c'est pas cool, hein, parce qu'au bout d'un deuxième garde, c'est fini. Ce qui peut se passer, c'est qu'elles reviennent sur une tuile où il y avait un compagnon. Bon, ben ça, c'est pas si grave. Le truc, c'est que, admettons, elle revient ici, elle ne peut plus aller sur cette case. Ce n'est pas un jardin. Elle ne peut plus aller sur cette case. Ce n'est pas un jardin comme non plus. Et en plus, on va subir, hop là, le déplacement qu'il y a au dos de la carte que l'on a devant nous. Alors, j'ai pas mis à jour, hein, mais normalement, on fait une petite pile comme ceci. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver coincé bêtement. Vraiment c'est rude, les premières parties, évidemment comme tout jeu de mémoire, la mémoire c'est là on se rend compte que le cerveau est un muscle, et bien voilà ça se muscle, ça s'entraîne, et je pense qu'au bout d'un moment on va pouvoir un petit peu faire plus place à la stratégie, un peu moins à la mémoire sera toujours très présente dans ce jeu. On a reçu pas mal de trucs cette semaine, des grosses bobottes, avec notamment Tower Up. Tower Up, malgré sa grosse bobotte, on est plutôt sur un jeu familial tout public. C'est un jeu de Grégoire Larger, Franck Critin, Sébastien Pochon, illustré par Nadège Caligari, Laurent Escoffier et Geoffrey Steporenko. C'est un jeu qui nous est proposé par Monolith Synergy Games, avec un petit goodie d'ailleurs en ce moment, hop là. Un jeu pour 2 à 4 personnes à partir de 8 ans pour des parties de plus ou moins 40 minutes. Nous avons un grand plateau qui représente une ville dans laquelle on va construire des buildings en récupérant des petits morceaux de building comme ça de 4 couleurs différentes. Nous allons chacun avoir notre plateau individuel à notre couleur, donc admettons, là moi j'ai mon plateau, je suis joueur vert, et je vais avoir des petits toits de ma couleur. En l'occurrence, moi j'ai mes toits verts qui vont me permettre de marquer ma position sur le plateau pour dire ok, ce building m'appartient en quelque sorte. En tout cas, une partie de ce building m'appartient. Vous allez voir, on va faire des sortes de colocations en quelque sorte. Comment ça fonctionne? On va jouer chacun notre tour. Quand c'est mon tour, eh bien je vais pouvoir soit aller récupérer des morceaux de building dans le marché. Ce sont des cartes qui m'indiquent ce que je peux récupérer. En l'occurrence, si je décide de prendre cette carte, je vais prendre ces 3 couleurs comme indiqué. Je prends hop, 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 un de chaque et je remplace la carte par une nouvelle. Je ne sais jamais trop ce que le prochain joueur va pouvoir avoir. Il y a également des cartes qui vous donnent des petites avancées de petits véhicules. Je vais revenir là-dessus, mais c'est toujours bienvenu. Ok, autre action que je peux faire à mon tour, un tour ultérieur, je pourrais décider de poser un étage. Alors là, il y a les conditions de pose. Condition de pose numéro 1. Je dois toujours me placer à côté de quelque chose. Je ne peux pas me placer tout seul dans mon coin, ça ne marche pas. Condition de pose numéro 2, eh bien, je dois me mettre à côté d'un bâtiment qui a une couleur strictement différente. En fait, tous les bâtiments qui sont attenants à ce que je viens de jouer doivent être de couleurs différentes. Donc, si je me mets à la croisée de un bâtiment qui est marron et un blanc, je dois forcément jouer du gris ou du noir, en fait. Troisième chose, je dois pouvoir payer mon emplacement. Comment est-ce que vous faites pour payer votre emplacement en posant votre étage? Et bien pour ça, vous allez devoir poser un étage sur tout ce qui est attenant. Je m'explique. Admettons ici, hop là, ça c'est blanc. Je décide de me poser ici, je peux poser n'importe quoi, sauf du blanc. Clac, admettons, je pose un noir parce que j'en ai un ici. Et bien il faudrait que je puisse poser un blanc également sur celui-ci. S'il y avait par exemple ici encore un autre building, et bien il faudrait que je le fasse pousser aussi. Donc quand vous vous posez, plus vous avez de voisins et plus ça va vous coûter cher en étage. Et les étages, vous voyez, on en récupère 2, 3 par tour, donc on n'a pas envie d'en lâcher énormément, puisque ce qu'on veut faire, c'est optimiser nos tours. Bon, ok, j'ai posé mon étage. Ensuite, je vais mettre un toit comme ceci, soit sur l'étage que je viens de mettre, directement là je me suis posé, soit là, un endroit attenant où j'ai forcément rajouté un étage également. À quoi sert-il ce petit toit? Eh bien, il va vous faire progresser sur le véhicule de la couleur correspondante au bâtiment sur lequel vous venez de mettre. Je viens de mettre mon toit sur un bâtiment blanc, je vais faire progresser le véhicule blanc. Il y a les véhicules des 4 couleurs. Plus ils vont progresser et plus ils vous feront gagner des points en fin de partie, c'est indiqué sur votre plateau. 3 points, puis 4, 4, 5, 7, 9, etc. Ça servira également en fin de partie si vous ne vous êtes pas fait recouvert de points supplémentaires. Parce que vous voyez que on peut jouer par-dessus les toits. On dit, ah ça c'est un toit. Non, en fait on rajoute des étages, c'est plus un toit, c'est juste un entre-étage. Bon ça marque quand même votre position, mais ce qui peut rajouter des points bonus, c'est si vous avez un toit au sommet et qu'en fin de partie vous n'avez toujours pas été recouvert. Qu'est-ce qui rapporte des points également? Eh bien, on va avoir des objectifs. Ces objectifs, ils sont communs. Dès que vous le réalisez, vous allez prendre l'un des jetons qui est disponible. Évidemment, vous allez prendre le plus gros. Si je suis par exemple le premier à réaliser cet objectif, qui est d'être présent, donc avec des bâtiments qui possèdent les toits à ma couleur, dans 4 jardins différents, enfin des parcs plutôt, par exemple il y en a là, par exemple il y en a là, par exemple il y en a là, et ben je prends un jeton, évidemment je prendrai le jeton 7, c'est plus intéressant. On vous demandera aussi d'être présent dans les différents quartiers. Il y a donc
intérêt à se poser à tel ou à tel endroit par rapport au nombre d'étages que ça va consommer, par rapport aux couleurs que vous souhaitez faire progresser sur votre plateau, mais aussi par rapport aux objectifs. Dernière petite chose, et finalement j'aurais été assez exhaustif dans ces règles, je pense que vous saurez quasiment toutes les règles. Quand vous arrivez à déplacer une petite ligne, vous voyez ici mon plateau est segmenté en lignes, et bien lorsque le dernier véhicule, donc celui qui était le plus à la traîne, clac, rejoint cette ligne, je rejoue immédiatement un tour. Ça peut être intéressant de rejouer un tour à un moment bien précis pour saisir une opportunité bien précise et donc faire en sorte que ce véhicule passe la ligne à ce moment bien précis. C'est un jeu qui a des règles assez simples. Je me suis vraiment permis de rentrer dans les détails parce qu'en fait au final c'est soit je récupère des petits étages, soit je pose des petits étages. Okay, par contre voilà, il y a toute cette petite finesse du bon tempo, du bon timing. C'est vraiment une bonne surprise ce petit Tower Up. On notera que l'édition est vraiment top parce que tu as vu, il y a les petits trucs de rangement pour les pièces qui fait porte-carte pour la rivière, qui fait défausse, qui fait pioche. Ouais. C'est quand même très cool. Non, c'est impeccable. C'est vrai que toi et moi, Alex, en général, on se dit dans une grosse boîte, il n'y a pas besoin de mettre des thermoformages, des machins, tu mets dans des sachets. Si tu as les bons sachets au bon endroit et que tu en as la bonne quantité, c'est bon. Là, en l'occurrence, ça fait vraiment sens. Là, c'est agréable parce que c'est une boîte de rangement et d'installation. Donc ça, c'est pratique. En parlant de jeu bien édité, ça serait pas un jeu de Sorry We Are French, dis donc. Alors, avant d'aller plus loin, c'est toujours délicat de parler d'un jeu expert auquel on n'a pas encore pu jouer. Oui, je vous avais dit ça il y a 2-3 semaines, je ne sais plus, quand je vous avais parlé de Endeavor au profond. Et regardez, entre-temps, que s'est-il passé? C'est devenu la recommandation d'Antoine. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, c'est devenu une de mes expériences ludiques vraiment favorite de l'année. Donc si vous voulez en passer à la boutique ou en commentaire ou autre que je vous parle un peu plus en détail d'Endeavor au profond que ce que j'avais pu faire dans la vidéo, ce sera avec plaisir. Bon, on en reparlera très prochainement sur cette chaîne, je crois. Bref, tout ça pour vous dire que Shackleton Base, je vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas vous dire de bêtises. Par contre, tout comme Endeavor au profond me faisait de l'œil, évidemment, il me fait de l'œil. On est sur un jeu de Fabio Lopiano et Nestore Mangone, illustré par David Sidbon, comme très souvent chez Sorry We Are French, et comme ils ont bien raison, parce que c'est toujours un régal de voir ces illustrations. Voici un dos de boîte plutôt bien fait. Que va-t-on faire dans Shackleton Base? Alors déjà, on va pouvoir jouer en solo jusqu'à 4 personnes. Des parties de 1 à 2 heures, évidemment, ça dépendra du nombre de joueurs et des joueurs que vous avez autour de la table, parce qu'il y a moyen de vraiment se paralyser le cerveau. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ok. Shackleton Base, c'est une base donc lunaire que l'on construit dans le cratère de Shackleton, qui est au sud de la Lune, je le sais parce que c'est marqué là, sinon je ne savais pas, je l'ai découvert. On va avoir des ouvriers, on va jouer 3 manches à chaque manche, vous allez faire 6 actions, ce qui fait un total, Alex, de... Pardon, 18, non? Je t'ai pris par surprise. Oui, j'écoutais à moitié, je me suis dit, mais waouh. Tu as déjà joué ou pas? Non, pas du tout. On va faire un total de 18 actions. Poste d'ouvrier, je pose mon ouvrier, je fais mon action. Oui, mais j'ai beaucoup trop de possibilités. Et c'est ça qui fait que ça va vous faire friser le cerveau. Shackleton Base. Bon, en gros, on a une première phase où on va récolter nos ouvriers. Pour ça, on a des navettes spatiales qui arrivent. Alors je regarde d'autres boîtes si on voit les navettes spatiales. Yes, ici. Admettons nous sommes 3 joueurs, on va en tirer 4 parce qu'on en tire autant que le nombre de joueurs, plus une. Chacun notre tour, on va choisir une navette spatiale, on va partir du dernier joueur dans l'ordre du tour jusqu'au premier, et ça vous indique les ouvriers que vous prenez pour cette manche. Ouvriers de 3 couleurs différentes, qui ont chacune leur spécialité. Il va y avoir une navette qui n'est utilisée par personne. Ces ouvriers-là, eh bien, ils seront mis de côté, ça pourra être utile plus tard dans le jeu. Ensuite, on passe à la phase principale, qui est celle où on pose les ouvriers. Alors là, vous avez tout un tas d'options. Mais vraiment, c'est là vraiment le cœur du jeu. Mais en gros, comment ça va se passer? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est déjà se positionner sur le plateau. Alors en fait, vous n'allez pas vous positionner avec vos ouvriers directement dans le cratère, mais plutôt sur le pourtour du cratère. À chaque fois que vous voyez des petites carrés comme ça, en fait, il y a des petites flèches qui vous indiquent le coup en crédit pour vous poser. Et ensuite, vous allez activer la ligne en face de laquelle vous êtes posé. Donc vous voyez ici on est posé comme ceci, on active ceci. Si je m'étais posé là, j'activerais ceci. Et puis si je m'étais posé là, j'activerais ceci. Vous comprenez comment ça fonctionne? On va aller suivant la couleur du personnage et donc son métier, faire différentes choses. Il y a une couleur qui va vous permettre de récupérer des crédits. Alors vous payez des crédits, mais pour récupérer des crédits, faites en sorte que ce soit le plus lucratif possible. Vous allez pouvoir récolter des ressources. Ou alors vous allez pouvoir activer des petits symboles qui correspondent aux factions qu'il y a sur le côté, comme ceci. Mais qu'est-ce que c'est ces factions? J'en ai pas encore parlé. Il y en a 8 dans la boîte. Ce sont des sortes d'entreprises futuristes qui nous aident à construire cette base. Vous allez donc parmi les 8 en tirer 3 à chaque partie.
elles sont complètement asymétriques, elles vont complètement changer votre manière de jouer. Et donc c'est à ce moment-là, par exemple, que vous allez pouvoir activer leurs divers effets. Ok, ce qu'on peut choisir également de faire, c'est se positionner sur le plateau ici. Et donc là, à nouveau, suivant si vous avez la bonne couleur ou pas, vous aurez un bonus d'action, mais sinon vous pouvez choisir votre action, mais si vous le faites avec la bonne couleur, ce sera encore mieux. Ça permettra notamment de mettre des panneaux solaires pour faire en sorte que les petits jetons de faction soient actifs, sinon ils ne fonctionnent pas, s'ils ne sont pas alimentés, c'est logique. Vous allez pouvoir, par exemple, décider, depuis votre plateau individuel, d'aller construire des morceaux de base. Vous voyez, c'est tout ce qu'on voit là, ces petits éléments de couleur, en fait, ce sont les couleurs des joueurs. Ça va être très sympa aussi, puisqu'en plus, quand vous êtes présent sur une tuile et qu'un joueur veut venir l'activer, eh bien, ça va lui coûter un petit peu plus cher. Et en plus de ça, alors je ne vous fais pas toutes les actions, hein. En plus de ça, ça va libérer des emplacements sur votre plateau, ça pourrait être utile. Autre action que vous pouvez faire ici, vous pouvez payer des crédits à nouveau pour aller récupérer des cartes qui viennent d'un deck qui est affilié à chacune des factions. Donc il y a 8 decks. En gros, ces cartes qui vous donnent des bonus passifs, immédiats, de fin de partie, bref, divers et variés. On a une troisième phase à chaque manche, qui est une phase de maintenance dans laquelle il va se passer tout un tas de choses et vous allez payer notamment des ressources par rapport à ce que vous avez sur votre plateau. Donc quelque part, plus vous allez grossir, plus vous allez avancer dans le jeu, plus ça va vous coûter cher. Mais si vous avez réussi à récupérer, parce qu'il y a une phase où on va récupérer nos ouvriers dans le sens des aiguilles d'une montre, les bons personnages, des bonnes couleurs pour les mettre dans les bons emplacements, donc ici on vous dit il faut du jaune, ici on vous dit il faut du rouge, et vous aurez un rabais sur votre coût d'entretien. Oui, parce qu'il y a la bonne personne qui est au bon poste pour faire le bon travail. J'ai dit plein de choses. Je vous ai balancé des infos dans tous les sens, et encore, je pense que j'ai relativement effleuré tout ce qu'on peut faire. C'est sûr que j'ai loupé 3, 4, 5 actions. On est sur ce genre de jeu où ça va être difficile d'expliquer les règles en moins d'un quart d'heure, 20 minutes. Là où Endeavor y parvient à merveille, parce que Shackleton Base, c'est la volonté, ça se sent, des auteurs de vous proposer tout un tas de petits dilemmes, tout un tas de petits effets bonus à aller chercher qu'on ne voit pas au premier coup d'œil et que 2 tours après on se dit « Ah mince, si j'avais fait ça, ça aurait été encore mieux ». Voilà donc pour Shackleton Base. Et coucou YouTube, j'étais un peu coincée dans le jardin tout à l'heure, mais me voici pour vous présenter, je vais pas chanter, c'est trop facile. Umbrella, du coup, de chez les Lumberjacks, c'est par Benoît Turpin et Flavien Dauphin, et magnifiquement illustré, comme toujours, on peut le reconnaître facilement par Monsieur Vincent Dutré. Voilà, il y a le petit jeu de mots, Sliding in the Rain, au lieu de Singing. Et c'est un jeu à partir de 1 joueur jusqu'à 4, 30 minutes de partie pour 8 ans et plus. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ça va être du jeu un peu abstrait d'optimisation, de réalisation d'objectifs qu'on va avoir chacun sur notre plateau personnel, qui est ceci. Ça, c'est des plateaux un peu communs de prise de tuiles de parapluie, parce que vous voyez que c'est un thème de parapluie dans la rue. Et ça va avoir une mécanique de base du taquin, vous savez, ce truc où on décale là, et que ça bouge, etc. etc. Voilà. On va donc avoir chacun de 4 tuiles objectifs qui vont être réalisés. On va avoir des petits points ici à faire quand on arrive à réaliser ces objectifs. Et comment ça va se passer à son tour? On va récupérer un petit parapluie sur une des zones. Donc je peux le ramasser chez moi, ici, ou ici que je partage avec mon voisin de droite, ou ici c'est central, ou ici zone gauche. Par exemple, j'avais préparé tout un coup, sachez-le, et j'ai totalement oublié ce que c'était. Voilà. C'est pas grave, ça prend le temps un peu de réfléchir. Nous aussi, on va réfléchir. Alors attendez, je vais essayer de réaliser cet objectif-là. Vous voyez, donc c'est avoir 2 parapluies de même couleur, en haut, à gauche et à droite, et 2 pareils en bas, au milieu. Ok. Non, je te jure, j'avais préparé mon truc. Crotte. Pour que tu puisses réaliser l'objectif. Ouais. C'est peut-être l'objectif qui a été changé et pas la mise en place. Attendez. Alors, sachez que je suis obligée de tricher parce que ce genre de jeu, je suis vraiment incapable d'y jouer moi-même. Genre vraiment, c'est triste, mais je suis vraiment pas pour ce jeu-là, ce genre de jeu. Donc du coup, je vais décider de prendre le parapluie là-haut. Pourquoi? Parce que quand je le prends sur la zone qui est au-dessus de mon plateau, je suis obligée de le faire rentrer par au-dessus de ma zone. D'accord. Voilà. Et donc je vais décider de le faire glisser ici. Et donc, bon, là vous voyez, je peux pas techniquement. Donc lui, je l'enlève, je le mets dans la zone où il sort. Ah oui, c'est forcément celui du bas que tu retires. Exactement. Et hop, le taquin c'est fait. Ok. Et là, j'ai réalisé un objectif.
Regardez, j'ai 2 parapluies bleus et 2 ici bleus. Hop, trop bien, j'ai validé l'objectif, je le retourne et je l'offre à mon voisin qui aura du coup un nouvel objectif que lui il va placer ici. Dès que quelqu'un a réalisé, n'a plus d'objectifs parce qu'il les a tous réalisés, on met fin à la partie, ou alors quand il n'y a plus de petits jetons ici qui en fait vous valident les objectifs. Comment on valide les objectifs? Et bien là je viens d'en valider un qui était à base de bleu, on est d'accord, hein, j'ai fait grâce à mes parapluies bleus. Et ben je prends un petit jeton de validation d'objectif et je vais le mettre sur un des emplacements qui a du bleu. Donc par exemple je pourrais le mettre ici. Ok, prochainement, je ne sais pas, j'arrive à faire un objectif qui demande du rouge, puis plus tard du vert et en dernier, je sais pas, du jaune. Ce qui fait qu'en fin de partie, eh bien, j'aurai des points bonus parce que j'ai réussi à compléter cette jonction-là. Okay, donc en plus de réaliser les objectifs, je vais essayer de les réaliser avec des couleurs spécifiques. Bien sûr. Voilà. On a des points malus si en fin de partie il nous reste des petits parapluies. Vous voyez, pour chaque parapluie qui est resté sur votre parvis, vous avez moins 1 point. Par contre, si vous avez réussi à vous en débarrasser en justement à chaque fois les jouant d'en bas là et donc en refourguant des parapluies là-haut, et ben vous avez 2 points supplémentaires. Voilà. Très bien. Du coup, ça va continuer un peu comme ça. Hop, je pourrais prendre ici. Et donc, si je prends à droite, forcément, je vais devoir le rentrer à droite. Hop, ça. Et lui, du coup, il sort par ici, dans la zone d'attente, etc. etc. Vous avez littéralement tout le jeu. Oh, c'est très facile à prendre en main. Mais... Très facile. Mais alors, moi, vraiment, rien que pour l'exemple que j'ai essayé de faire pour l'Instagram, j'ai pas réussi en le faisant vraiment et en prenant les jetons que je voulais. Hein. D'accord. Donc vraiment, le principe du taquin, moi, ça me flingue le cerveau. Mais c'est hyper simple sinon à prendre en main, la règle. Voilà. Alors navré, je suis un peu molle parce que je suis très fatiguée. D'accord. Voilà. On va ensuite passer à Once Upon a Draft. Vous allez me dire, oh là là, mais c'est sorti la semaine dernière. Oui, eh bien un retard de livraison, comme ça nous arrive souvent. Comme aujourd'hui, vous allez le constater, on n'a pas reçu ni Loose, ni Unmatch coup de théâtre. Voilà. On les aura, je pense, lundi ou mardi. Comme ça. Ouais. Il y a aucune chance qu'on les... quand vous regardez la vidéo et samedi, ce serait un miracle. Après, on peut faire des réservations, du coup. On peut faire des réservations, tout à fait. N'hésitez pas du coup à appeler ou à envoyer un message sur Facebook pour avoir des nouvelles. Instagram, moi je suis en week-end donc j'essaierai de ne pas vous répondre. De toute façon, je n'aurai pas l'info puisque je n'ai pas accès au PC. Donc, Once Upon a Draft, c'est à partir de 10 ans, 3 à 6 joueurs, 30 minutes de partie. C'est un jeu de draft, comme le dit le titre, sur, le thème des contes de fées. Voilà, comment ça va se passer? Alors déjà, le but c'est d'avoir le plus de points de victoire possible qui vont se récolter grâce à ces petites ressources. Les étoiles ça vaut 2 points, les cœurs valent 1 point et les paires de petites gemmes valent 1 point. 3 gemmes ça vaut pas 1,5 point, ça vaut 1. Voilà. On va drafter des cartes. Hop. Alors on n'en a pas autant quand même. On regarde sur les cartes qu'est-ce qu'il va y avoir à part des illustrations très drôles et très très cool. Je les ai toutes regardées, elles sont vraiment sympas. T'as précisé que c'était pour 3 à 6 joueurs ou un truc comme ça, non? Je sais pas. Si, oui, j'ai tout lu. J'ai dit 3 à 6 joueurs, 10 ans et 30 minutes de jeu. Très bien. Donc du coup, vous avez le titre qui va être important parce qu'il y a des pouvoirs qui vont comboter avec les gens, quoi. On a la valeur, on a des symboles et on a des pouvoirs qui vont se déclencher à certains moments de la partie. La partie est en 3 chapitres en gros. On a le premier chapitre où en fait on va drafter toutes nos cartes. Donc on en choisit une, hop, on passe le paquet, on prend le paquet, etc., etc. Vous connaissez à peu près le draft. Maintenant qu'on a tout drafté, hop, on prend nos cartes et premier joueur, celui qui a vu, je crois, en dernier, un lapin blanc commence et va choisir une de ses cartes et la jouer devant lui. Chacun notre tour, on joue une carte et on va résoudre les effets. Hop, on va dire que j'ai fait... Je sais pas. Très bien ça, on est 4 à jouer. Voilà, 4. Donc du coup... Ça se suit très bien. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'était pas du tout voulu. C'est pas grave. Premier truc, on va voir les effets. Ici, je gagne une gemme par icône de petite baguette, sachant que moi, je me compte pour moi-même. Et ça tombe bien que quelqu'un d'autre a joué la Reine des Neiges, enfin la Princesse des Glaces. Donc du coup, je gagne de petites gemmes. Voilà, hop. Ensuite, lui, il gagne un cœur s'il y a au moins une couronne. Ah bah, ça tombe bien, là, il y a une couronne. Hop, je gagne un cœur.
lui, il gagne une gemme par monstre. Est-ce qu'il y a des symboles de monstres? Non, bah c'est bisous, il gagne rien. Et elle, ça se jouera au deuxième chapitre, c'est-à-dire maintenant, c'est la résolution. Maintenant, elle dit si aucune gemme ni cœur ne sont gagnés lors de ce tour, non, aucun cœur ni... Oui, c'est ça. En gros, elle punit tout le monde. Elle dit bah non, en fait, personne ne gagne de cœur et de diamants. Donc là, tout ce que je viens de vous dire, et bah, c'est bisous. Allez, hop. Chacun. Elle est vraiment méchante. Et donc ça, c'était un premier tour. Chacun va après récupérer sa carte face visible devant lui qui va faire partie un peu de sa famille de fin de partie. Voilà. Et on continue à jouer. Il y a lui quand même qui gagne quelque chose. Ah oui, pardon. La valeur la plus haute gagne une étoile. Voilà, c'est comme ça principalement qu'on gagne les étoiles. Je vous rappelle, les étoiles, ça vaut 2 points, c'est le plus rentable. Hein. Donc du coup, la plus haute valeur l'emporte. Voilà, il garde sa petite carte, on continue comme ça et on tourne pour être le premier joueur. Je crois que c'est celui qui a gagné l'étoile qui lance le pli, la bataille on va dire, et on continue comme ça, sachant que bah, vous peut-être vous commencez à entreapercevoir la mécanique et la stratégie, c'est que vous allez, bah, justement, vous jouez ça, bah, les autres ils vont essayer de pas jouer une carte qui a une baguette à ce tour-là, parce qu'ils veulent pas vous donner un cristal. Bon, sauf elle, puisqu'elle sait qu'elle va dire bisous bye à tout le monde. Mais voilà, lui il dit j'ai un cœur avec au moins une couronne. Bah, du coup, moi j'avais le prince en main, je vais essayer de pas le jouer pour pas lui donner un cœur. Mais en même temps, peut-être que j'ai envie de gagner ce pli parce que le 42, ça fait partie des plus hautes valeurs. Je crois même parmi genre les 40, c'est les plus hauts. C'est possible, oui. Voilà. Donc on a toute cette mécanique de tempo en fait et de timing, sachant que bon, on draft beaucoup de cartes. Je sais plus exactement combien, sinon je vous dirais une bêtise si j'essaye. Il me semble que c'est 6 ou 7, un truc comme ça. Voilà. Peut-être, sûrement. Ça fait quand même pas mal de cartes que vous avez vues passer entre vos mains, mais techniquement, vous les avez toutes vues passer. Oui. Donc des fois, vous avez des cartes qui disent oui, ça, je sais pas, gagne un cœur si Gepetto est joué. Et ben vous allez attendre que quelqu'un joue Gepetto parce que vous vous souvenez qu'il y avait Gepetto dans les cartes, sachant que, comme vous pouvez le voir, si on en joue, on ne voit pas tout le paquet. Non. Voilà. Donc vous pouvez attendre Gepetto depuis 1000 ans, il viendra jamais. Voilà. C'est bon, vous avez tout le jeu, on joue jusqu'à ce qu'on ait joué toutes nos cartes et notamment, après... il y a des cartes qui ont un... Voilà, qui passent en phase 3. C'est le chapitre. Et donc, la famille, à quoi ça sert? La famille, à quoi ça sert? Quand je vous ai dit, oui, vous gardez vos gars devant vous. Ah là là, oui, on peut entreapercevoir les magnifiques illustrations. C'est 50, je crois, la carte la plus grosse, non? Ah oui, effectivement, c'est le dragon. Il a aucun pouvoir, mais c'est juste, il est fort. Lui, le change-forme, il a une force de nul, mais il a plein de symboles. C'est très bien ça pour la fin de partie. Hop, vous voyez, 3 cœurs si, avec Gepetto. Donc, du coup, je vais essayer de le trouver. Ah non, chapitre 2. Gna, 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 gna. Voilà. C'est les nains, ouais. Les nains, ils sont forts. Donc lui, à la toute fin, quand on va réactiver un peu tous nos gars dans notre famille, et ben on va activer ceux-là, donc ceux qui ont le chapitre 3. Si vous avez le plus de cristaux autour de la table, vous gagnez une étoile supplémentaire. Ouais, c'est le nain avare, c'est logique. Si vous n'avez remporté aucun tour, gagnez 2 étoiles. Ça, c'est fort. Ça te console un peu. Si vous avez au moins 4 cœurs, vous gagnez 4 cœurs de plus. Waouh, 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 waouh. Voilà, et là, vos étoiles rapportent 1 point supplémentaire, donc au lieu de rapporter 2, ils rapportent 3. Voilà, vous avez tout le jeu. C'était Once Upon a Draft, et maintenant c'est à Antoine à qui je rends le micro. Merci bien. Tout à l'heure, on était dans les grosses boîtes. Maintenant, on est dans les petites boîtes, hein, comme vous l'avez vu. Et on a également reçu Beyond, un jeu de Thomas Niezor et Sophie Plancher, illustré par Justine Van Luffel, édité par Victoire Fun. C'est un jeu à partir de 8 ans, tout public, pour 2 à 4 personnes, pour des parties de 10 minutes, un quart d'heure, 3 à 4, ça va être plus sympa. Pourquoi? Parce que y a un petit côté jeu d'ambiance, on va pouvoir se faire des crasses, donc plus vous êtes nombreux, mieux c'est, hein, 4, c'est vraiment très sympa. C'est un jeu dans lequel on va aller récupérer des petites cartes carrées comme ceci, pour aller constituer des figures, donc qui seront constituées de 4 cartes. Ces figures seront plus ou moins difficiles à réaliser. On voit par exemple ici que le personnage jaune, donc la Kérine, la licorne, je crois qu'ils l'ont appelé, puisqu'elle s'est inspirée des animaux célestes, donc c'est dans la mythologie, je dirais même plutôt le folklore du taoïsme.
celui-ci n'est pas facile à effectuer parce qu'il a 4 dessins différents. Et il y en a où, si vous avez 4 fois le même dessin, c'est ok, parce qu'en fait c'est toujours le même qui se répète. Okay. On a le serpent ici, ou le dragon plutôt, pardon, où il nous faut une tête et un corps, et une tête et un corps. Donc c'est déjà un peu plus facile à effectuer. Bref, il va falloir effectuer ces figures. Pourquoi ? Parce que déjà, ça vous fait gagner des points. Quand une figure est complète, plus elle est difficile à compléter, plus elle vous fait gagner des points. Et il y a un petit côté course, parce que dès que vous aurez constitué 3 figures, vous mettez fin à la partie. Et donc, vous avez mis un petit peu les autres joueurs dans un étau. Ok, comment ça fonctionne ? On va jouer chacun notre tour. Il y a une petite pile comme ceci. Et quand c'est mon tour, et je vais pouvoir dépiler des cartes, tirer des cartes, il y a un petit côté stop ou encore, donc on a plusieurs cas de figure, et admettons je tire 3 cartes, je décide de m'arrêter, c'est parfait, je prends ces cartes. Alors ces cartes je peux faire plusieurs choses avec, je peux faire 2 choses exactement, je peux les mettre devant moi pour essayer de constituer des figures, soit je peux les mettre de côté, et ça va être utile notamment quand on décide de ne pas du tout faire une figure. On voit ici qu'on a un joueur qui décide de ne pas du tout faire le violet, soit parce que vous auriez déjà l'élément dans une de vos figures, et donc elle ne vous sert à rien. Cette petite carte, vous allez mettre de côté, vous allez la stocker comme ceci, et vous allez pouvoir vous en servir pour aller attaquer un autre joueur, pour lui voler un élément d'une figure qu'il n'aurait pas complété. Attention, nous avons des cartes au do yin, nous avons des cartes au do yang, donc le noir et le blanc en gros, et ça vous permet de récupérer la couleur opposée. Tout à fait. Voilà en gros. Ok, ça c'est le cas de figure de quand tout va bien. Hein. J'ai récupéré des cartes, j'ai entamé, voire terminé mes petites figures, j'ai mis une carte de côté qui potentiellement peut me servir à attaquer un autre joueur, c'est sympa. Il y a un cas de figure où vous allez tomber sur 2 fois la même couleur. Donc admettons, je fais violet, vert et reviolet. Bon, là, par défaut, on me dit vous prenez que la dernière carte. Donc la dernière carte qui a été tirée, violette, mais grâce à les petits jetons qu'on a en début de partie et qu'on peut récupérer également quand on se fait attaquer, je vais pouvoir payer autant de jetons pour aller récupérer d'autres cartes dans la ligne. Ça peut être sympa, je trouve ça très sympa parce que c'est pas un stop encore trop punitif, il y a moyen un petit peu de se rattraper. Troisième cas de figure, je tire 2 cartes, immédiatement pas de bol, c'est 2 cartes dans la même couleur. Et ok, les chances sont vraiment contre moi, je suis en colère, oui. Je suis en colère, mais du coup, ça va me permettre de récupérer, des petits morceaux de Nianshu, qui est un démon maléfique qui est en colère comme moi. Et si j'arrive à compléter Nianshu, qui lui est composé de 6 cartes, donc pas facile, je gagne immédiatement la partie. Donc on a une espèce de contrepartie. Ça, c'est intéressant. On va continuer comme ceci, soit jusqu'à ce qu'un joueur arrive à faire ses 3 figures complètes, c'est ce qui va arriver la plupart du temps, soit qu'un joueur arrive à faire Nianshu. Alors soit parce que pas de bol, à chaque fois il tirait 2 fois la même couleur, ce qui arrive quand même plutôt rarement, soit en volant habilement les éléments de Nianshu aux autres joueurs, mais attention, Nianshu il est plus difficile à récupérer, il vous faut un yin et un yang. Soit une fois qu'on a fait 2 fois la pioche complète, c'est la fin de la partie. Et ça va aller très vite, ça va durer un petit quart d'heure, on a un côté un peu stop ou encore prise de risque, on a un côté jeu où on se fait des crasses, je t'attaque, je te vole des trucs, c'est plaisant comme tout ce petit Beyond. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Oh, je l'ai dit bizarrement là, je crois, non? Non, je l'ai bien dit. C'était pas trop mal, hein, ouais, bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Ouais, ça va, ça va. C'est validé. Petit travail d'élocution. On a reçu, toujours dans les nouveautés, Don't Talk to Strangers, un jeu du coup dans la gamme de Don't Panic Games que vous connaissez probablement. Ici, on a Let's Summon Demon, celui qui fonctionne vraiment très bien dans cette gamme-là. Et il y en a un deuxième que je ne vois pas ici, mais qui est probablement quelque part. C'est Let's Dig for Treasure. Let's Dig for Treasure, qui est aussi un jeu dans cette gamme-là. Alors, il faut savoir que les jeux de cette gamme-là, ils ont toujours ce style, j'allais dire années 80. Ouais, on est sur un style un peu années 80. Il y a ce côté un peu glauque. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a des enfants dans des situations où on les imagine pas forcément être là. Il y avait toute une série de t-shirts en fait à la base, d'imprimés sur internet qui ont du succès. Est-ce que c'est ça qui a amené le jeu? Est-ce que c'est les jeux qui ont amené les t-shirts? Je saurais pas. Peut-être, en tout cas c'est un style graphique qui vous plaît beaucoup et on a une gamme de jeux qui est plutôt accessible, assez familiale, donc qui va plaire à plein de types de joueurs finalement parce que c'est un jeu qu'on sort un peu entre potes, en famille, ça peut fonctionner, juste la thématique des fois peut être un peu rebutante. Là pour le coup Don't Talk to Strangers c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pardon, à partir de 14 ans et plus, je pense que c'est plus par rapport à la thématique parce que les mécaniques de ces jeux sont relativement accessibles et assez simples. Dans Don't Talk to Strangers en fait ce qui se passe c'est qu'on va chacun avoir des enfants qu'on va essayer en fait de amener dans... Donc c'est le seul jeu dans lequel il y aura un petit plateau. Là on vous montre des cartes, on voit un bout de plateau. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis qu'un bout de plateau, c'est dommage. Mais en gros sur le plateau, vous allez avoir des routes sur lesquelles il y aura éventuellement des zones avec des bus.
Il y aura des zones importantes sur lesquelles vous allez pouvoir envoyer vos enfants qui sont des maisons. Donc il y a des petites maisons qui sont pas ouf, donc ça vous aide à vous protéger quand même de l'invasion extraterrestre. Et puis il y a des villas qui sont top, il y a différents bâtiments, ça peut être des salles de sport, des bibliothèques, etc. L'idée c'est que chaque emplacement, chaque on va dire maison, chaque zone de sécurité entre guillemets, qui permet de sécuriser vos pions, vous rapporte des points. Et dépendamment en fonction de où ils sont. Donc il y en a qui rapportent 3 points, d'autres 5 points, d'autres 1 point. Et donc vous allez essayer d'envoyer vos enfants là-dedans. Le truc c'est que pour ce faire, vous aurez des cartes en main, et donc c'est vos cartes qui définissent les actions. J'ai une carte qui me dit que je peux courir, donc je déplace un de mes enfants de 2 cases. Okay. J'ai une carte qui me dit que je marche, donc je me déplace que d'une case. J'ai une carte qui me permet de jouer, et du coup je peux me déplacer grâce au bus. Vous verrez qu'il y a des bus qui vous permettent d'accélérer un peu le mouvement. Il y a des cartes aussi événements, comme les aliens, qui quand vous tirez une carte alien, vous prenez un jeton alien et vous le mettez sur une zone où doivent popper les aliens. Il y a des zones sur le plateau, on les voit, elles sont grises comme ça. Okay. C'est-à-dire vous mettez un jeton alien dessus. Voilà. Il y a d'autres cartes qui vont arriver. Il y a les Men in Black, je trouve ça cool aussi comme référence, qui vont retirer justement des aliens, ce qui est plutôt cool. L'idée c'est que du coup... Moi j'ai envie d'y jouer juste sur cet argument, tu m'as eu au Men in Black. Il y a aussi le vélo, là ça fait un peu E.T. En fait avec le vélo tu peux tracer un peu comme un malade et tu peux passer les aliens, enfin c'est drôle. Du coup je trouve la thématique assez chouette. L'idée c'est que du coup vous déplacez vos enfants et vous essayez de les envoyer dans des lieux sécures entre guillemets. L'idée c'est qu'une fois qu'on aura envoyé tous nos enfants dans différents endroits, un peu à la manière d'un jeu, comme les petits chevaux en fait. Les petits chevaux, vous lancez les dés, vous les sortez des écuries pour les envoyer ailleurs. C'est un peu pareil ici, sauf qu'on se déplace avec des cartes. On déplace nos enfants, on les envoie dans des lieux sécures. Et ce qui est intéressant, c'est que certains bâtiments, notamment ceux qui font le peu de points, ont des bonus. Par exemple, dans la bibliothèque, si j'ai un enfant ou plusieurs, ça va augmenter ma main. Je pourrais piocher plus de cartes. Notamment, il y a un lieu qui n'est pas très proche du point de départ, mais que si vous avez tout joueur confondu 3 ou 4 gonzes, ça rapporte pas de points. Mais si on est vraiment beaucoup dans ce bâtiment-là, tous les joueurs vont marquer beaucoup de points. Donc c'est un truc où justement on va s'allier ou pas. Vous allez remplir tout seul ce bâtiment-là, vous allez galérer et les autres vont vous regarder en disant ouais mais t'as voulu faire ça alors que nous on s'en fout. Nous on va dans les villas de luxe, ça rapporte plus de points. On va dans la piscine, ça rapporte plus de points. Voilà en gros pour ce jeu qui est finalement pas plus compliqué qu'un autre et qui a l'avantage d'avoir une thématique je trouve assez chouette et un design aussi très original. On avait Don't Talk to Strangers, c'est dur à dire quand on n'est pas du tout anglophone comme moi. Et on enchaîne, parce que mon anglais était très bon, avec Strange World Above the Clouds. Et du coup, tout à l'heure, j'ai dit, on peut jouer au jeu Don't Talk to Strange World Above the Clouds. Je pense qu'il y a un mash-up à faire, sûrement. Ce petit jeu, donc, qui est un jeu, dans l'autre, j'ai pas précisé, mais ici, c'est un jeu, du coup, pour 1-4 joueurs, 15 minutes de partie, 20 minutes, ouais, il y a un peu de réflexion quand même. À partir de 10 ans, c'est un jeu de Florian Grenier et c'est illustré par Valériane Ollet. Un jeu dans lequel il y a un mode solo, je n'ai pas vu le mode solo, j'ai pas pris le temps de regarder, par contre j'ai fait une partie à 2, c'est assez plaisant. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve 2 mécaniques qui sont très satisfaisantes, qui sont le draft, comme on a pu voir pour Once Upon a Draft, et la mécanique d'agencement. Là on n'est pas sur un carré de 3x3 comme habituellement on voit dans plein de jeux, mais plutôt un carré de 4x4, dans lequel en fait on va poser du coup 16 cartes en tout. Ces cartes là vont avoir un agencement important parce que chacune des cartes vont représenter un élément. Ça peut être de l'eau, ça peut être des marais, ça peut être des montagnes, ça peut être aussi des volcans des fois qui vont apparaître. Et toutes ces cartes-là vont vous faire marquer des points différemment. L'eau a besoin d'être entourée de tout pour marquer des points, sauf d'eau, parce que s'il y a 2 eaux à côté, ça ne marchera pas. Si vous faites des montagnes, essayez de les mettre côte à côte, parce que ça fera des points pour des chaînes de montagnes. Il y a aussi pour les forêts, il y aura des animaux marqués dessus. Il faut en avoir le plus différent, parce que ça fait 2 points par animaux différents, bref. Tout ça va se comboter très bien. L'idée c'est quoi ? On a 3 cartes chacun au début de chaque tour. J'en garde une, je donne les 2 au voisin. Le voisin du coup va m'en redonner 2, je vais en garder de nouveau une et redonner la dernière. On aura donc drafté 3 cartes. Et ensuite, dans l'ordre du tour, il y a un joueur qui va avoir la carte soleil, donc on commence par lui, puis après dans le sens des aiguilles d'une montre. Et du coup, on va chacun jouer une carte, on va la poser, adjacente à une autre carte évidemment déjà posée, et éventuellement il va se passer des choses. Donc, souvent quand vous posez une carte et qu'il ne se passe rien, c'est plutôt positif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous allez placer des cartes, il va se passer plusieurs choses. Notamment, comme je vous le disais, il peut y avoir ce qu'ils appellent des tsimines. Des tsimines, c'est des créatures que vous ne voulez pas parce qu'en fait, c'est des créatures qui ne vous rapportent pas de points. Elles sont au dos de toutes les cartes. Et donc en fait, par exemple, si je pose un marais dans une ligne où il y a déjà un marais, ce marais-là, il va se retourner. Je ne peux pas avoir 2 marais, plus d'un marais dans une même ligne. Donc malheureusement, la carte se retourne et du coup, j'obtiens un tsimine qui ne me sert à rien du tout. Si jamais je connecte par exemple 2 terrains d'eau, c'est pas possible, donc ça devient un tsimine. Il y a à chaque fois des cas particuliers où quand vous posez une carte à côté d'une autre et que ça ne matche pas en fonction des contraintes indiquées dans le jeu, vous retournez en tsimine et ça vous fait perdre des points en gros.
il y a moyen de marquer des points en connectant les bonnes cartes. C'est-à-dire que par exemple, vous avez des cartes avec, sur le côté, des portails, des moitiés de portail. Okay. Donc si je pose une moitié de portail et qu'une autre carte me permet de former le portail, là c'est super cool. Pourquoi? Parce que je prends un paquet de cartes qui est juste à côté, qui sont les portails, j'en consulte tout le paquet, je prends le portail qui m'intéresse et je le mets sur l'un des emplacements, sur les bornes de mon plateau. Ok. Donc en fait, je vais placer ma carte, et cette carte-là, elle me fait des points sous certaines conditions en fonction de ce qu'il y a dans les lignes indiquées par la carte. D'accord. Ça, pour le coup, c'est vraiment bien. Attention, tu vas chercher ton objectif en fait. C'est ça, tu te dis, intéressant. Trop bien la mécanique, du coup, je vais faire que des portails. Non, parce que si vous faites 2 portails avec une même carte, ça ne marche pas, et vous prenez un de 6000 encore. Autre possibilité avec les volcans, il y a des cartes, des fois qu'on a des volcans. Quand vous posez une carte avec un volcan, ça vous demande de prendre une carte, j'allais dire fulgurance, fulmaroto, je sais plus c'est quoi le terme exact, mais en gros c'est une carte où il y a de la lave dessus, et vous recouvrez une de vos cartes adjacentes à la carte de volcan. Donc c'est relou parce que ça vous enlève des symboles qui potentiellement peuvent faire des points, mais si 2 cartes de volcan finalement ça arrive côte à côte, vous prenez une carte du paquet château volcanique et vous la mettez par-dessus. Ce qui fait qu'en connectant 2 volcans, techniquement, 2 cartes de lave, vous gagnez des points. Comment tu fais la lave? D'accord, oui, c'est bon, maintenant que oui, je vois très bien la lave. On devrait faire un Time's Up franchement ensemble, je suis sûr qu'on gagnerait. Et donc l'idée c'est que les cartes de volcan, de château un peu volcanique comme ça, au début la première fait 9 points, la deuxième fait 7 points, puis la troisième fait 5 points, et en fait c'est dégressif. Donc plus tôt vous obtiendrez ces cartes de lave, plus tôt vous pourrez faire des châteaux du coup volcaniques intéressants. C'est finalement une recette qu'on a vue dans plusieurs jeux, le système d'optimisation, le système de draft, mais là c'est très bien fait. Les petits twists sont apportés aussi sur le scoring parce que chaque territoire marque des points différemment, mais ensuite on a potentiellement, si on a réussi durant la phase de draft à récupérer des lunes qu'on place tout en haut, les lunes font des points en fonction des symboles que vous avez dans une même ligne. Donc si par exemple j'ai mis une rangée de marées, j'ai mettons 4 marées dans une même ligne, et du coup la lune me fait 2 points par marée, donc 8 points. Okay. Vous calculez tout ça et à la fin celui qui a le plus de points l'emporte. J'ai fait 59 face à 53 je crois, face à Alice. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée de gens quand ils débutent. Tout ça pour dire que tu as gagné en fait. C'était juste mis comme ça, franchement si j'avais perdu j'aurais aussi dit le score. Ouais, bien sûr. Je crois que j'ai tout dit, on va passer derrière le comptoir. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière le comptoir Alex, qui est parfaitement préparé? Actu JDR. Non, je sais pas faire. On a reçu le nouveau supplément de RuneQuest. D'accord, alors un nouveau supplément pour RuneQuest qui s'appelle le livre rouge de la magie, tout est dans le titre, c'est un supplément spécial magie avec un petit peu d'univers, des secrets pour le MJ qu'il va découvrir à propos des dieux, de la magie, etc. Mais surtout des règles, avec des nouveaux sorts, avec de quoi créer vos propres sorts et également toute une partie bestiaire avec bien sûr des bestioles magiques. Voilà donc un supplément pour une jolie gamme RuneQuest qui se modernise très bien je trouve. Alors ça c'est le glossaire, c'est pas ce qui nous vend le plus de rêves, mais il y a sûrement plein de choses. Je salue ta volonté de mettre ce livre en avant. En plus je trouve que la DA de manière générale dans cette nouvelle mouture de RuneQuest est assez cool. Hop, donc ça c'était pour RuneQuest. On a reçu Star Wars Unlimited, du coup la 2e édition, pas la 3e. La 3e est d'arriver encore après, c'est Crépuscule de la République. C'est ça. Voilà, qui doit arriver encore après. Mais pour l'instant, ça c'est du réassort. Voilà, pour l'ombre de la galaxie Star Wars Unlimited. La nouvelle extension, il y en avait une autre avant qui s'appelait Mort-Vivant. Là, c'est la 2e extension pour le jeu Old Trade qui va rajouter, comme son nom l'indique, les montures et les destriers. Je sais pas si tu as d'autres mécaniques à... Ok. Les montures, elles ont des pouvoirs, voilà, chaque cheval, il a son pouvoir propre, et après il y a, il me semble, 3 nouvelles chroniques, voilà, dedans, donc 3 nouvelles et 20 péripéties à rajouter, et à mixer, voilà, et des nouveaux événements, bien évidemment. Ça donne... Surtout les chevaux avec leurs petits pouvoirs asymétriques. Les pouvoirs et surtout les prénoms. Oui, ils ont des noms. Ça, ils ont des prénoms, mais de chevaux. Je sais pas vous, mais moi ça me donne trop envie de réouvrir Old Trade en fait. Mais peut-être. Ce serait cool en vrai. Dossier criminel, c'est le nouveau, il y en avait, je crois que c'est le 6e, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est sur les Yakuza, c'est tout ce que je peux dire. Et de toute façon, en général, sur les dossiers criminels, on n'en dit pas beaucoup. Bah non, surprise à l'intérieur. C'est le chef des Yakuza qui est retrouvé mort et il faut vite résoudre le crime avant que les Yakuza se fassent justice eux-mêmes. Voilà, et puis l'assassin, c'est son oncle. Voilà. Allez, surtout pas de pression. Je dis n'importe quoi, ne prenez pas pour argent comptant. Toujours dans cette gamme un peu de dossiers, de jeux d'enquête, avec à chaque fois des documents à l'intérieur à identifier, j'ai plus les termes.
Ah, puis moi je sais pas où tu vas aller donc je peux pas t'aider. Analyser, merci beaucoup. Vous l'aviez aussi chez vous. Là, c'est la fin de l'innocence, c'est le deuxième de la gamme Cold Case. Le premier, c'était Les couleurs de l'oubli. Voilà. Qui se passait à Bordeaux. Et voilà. Là, c'est à Roubaix. Et là, c'est à Roubaix. C'est sur la disparition d'une adolescente de 16 ans. Et plusieurs années plus tard, alors la disparition mystérieuse, elle a été classée sans suite. Et plusieurs années plus tard, il y a une affaire avec alors c'est un méchant mot, un violeur, voilà. Et ils essayent de mettre en corrélation, mais il n'y a pas assez de preuves, donc vous allez enquêter là-dessus et essayer de faire aboutir cette histoire. Attention, du coup l'histoire est beaucoup plus hardcore que la première. Voilà, public ça a l'air bien sombre en effet. Oui. Parfait pour les fêtes de Noël. Hop. On a reçu retour en stock Paper Dungeons. Si vous ne connaissez pas Paper Dungeons, bah c'est malheureux pour vous parce que c'est un super jeu de roll and write. Voilà, je vous invite très fortement à y jouer parce que c'est très très cool. Alors peut-être pas y jouer à 8 parce qu'ils mettent de 1 à 8. Honnêtement, je trouve qu'à 1, 2, 3 max. Je trouve qu'au-dessus c'est un peu laborieux. Mais c'est un très très bon jeu. La planche des pirates, retour en stock également. Donc très bon jeu aussi de Florian Oh là là, mais oui. Turpin. Petit jeu à la fois d'équilibre, de prise de risque. C'est très très bien édité également. C'est un retour en stock aussi pour Donjons et Dragons. La boîte d'initiation, on l'avait perdu de vue, ça faisait genre 2 mois. Ouais, quelque chose comme ça. Ce qui est beaucoup trop long pour du Donjons et Dragons. Oui, parce qu'on nous le demandait très souvent. Et bah, du coup, on est très content de retrouver la boîte d'initiation de Donjons et Dragons parce que bah, souvent les gens la cherchent et on la trouvait jamais. Et enfin, alors j'étais assez surpris parce que je l'ai vu, je me suis dit, ah, mais ça faisait longtemps ça, Rising Sun. Bah, c'est un retour en stock, du coup, j'ai fait. Je crois que j'ai fait 1 ou 2 boîtes, je sais plus trop. Je crois que j'en ai fait qu'une parce que bah, je trouvais ça cool. C'est un jeu d'Eric Lang et il fait toujours des très bons jeux. Et celui-là, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu. Quel DA de dingue! Et ouais, c'est vrai. Le c'est toujours agréable ces jeux. Tu sais jamais trop si c'est des wargames déguisés en Eurogame ou des Eurogames déguisés en wargame. Mais en tout cas, ça mêle bien les deux styles de jeu. Ouais. Voilà pour le retour de la grosse boîte. Et je crois qu'on a fini là-dessus. Il n'y a plus d'infos. On a reçu le catalogue du GBL. Voilà, on avait oublié de le dire la semaine dernière. On a reçu le nouveau catalogue avec la sélection de cette année du GBL qui est le groupement des boutiques ludiques dont on fait partie avec plein d'autres boutiques. Voilà, et un des grands avantages c'est ce travail fait sur la sélection classée par catégorie. Il y a des classiques, il y a des nouveautés, il y a quelques jeux qui sont pas encore sortis mais qui seront là avant Noël. Et voilà, donc avec des petits pitchs. Pardon, on avait reçu des pistes aussi qui étaient des effigies, mais on n'en a plus. Ouais, mais les pistes 2D offertes avec ce design-là, voilà, elles sont. Mais c'était cool d'avoir des pistes 2D gratuites. Design par Simon Caruso. Oui, voilà. The Loop, entre autres. Entre autres, j'en profite effectivement, si vous habitez dans le centre-ville ou pas loin, ça vaut le coup de passer à la boutique juste pour prendre le catalogue. Il y a vraiment des trucs cool dedans et comme l'a dit Alice, il y a même des jeux qui sont pas encore sortis, donc ça donne un petit peu de quoi se donner des idées de ce qui va arriver. Parfait, c'est donc la fin de cette vidéo. On vous dit à bientôt chez Ludica Bordeaux.